ça veut dire tout son limoud, toute sa manière d'enseigner la Torah, c'est de voir la Torah, c'est de dire c'est une tradition, il faut transmettre la tradition. Et en fait, pour lui, tu vois, donc lui, là, jamais il prouve quoi que ce soit dans ce qu'il dit, tu vois, c'est-à-dire que jamais tout lui, il pense, voilà, il dit, voilà, ça c'est la Kabbalah, ça c'est la Kabbalah, ça c'est la Kabbalah, dans le sens où c'est ça la tradition, c'est ça la... Et tu vois, ça veut dire, donc tu vois, si tu veux, il assène les vérités d'une manière. Voilà, les Mefarech et tout ça. Et moi, si tu veux, moi, je suis pas, tu vois, c'est un peu comme lui, il parle un peu comme la Mishnah, comme ça, si tu veux. Moi, je parle plus comme la mathématique. Voilà, moi, j'aime plus la Gemara, c'est-à-dire, voilà, j'aime plus que, j'aime qu'on puisse prouver la chose, parce qu'à mon avis, quand tu veux pas prouver, ça veut dire, en fait, tu comprends, lui, ça veut dire, sa manière de voir les choses, elle est simple, c'est de dire, il dit, voilà, il y a une tradition, la tradition, elle est comme ça. Et en fait, même, parce que pour moi, l'idée, c'est que si tu n'es pas capable de prouver, ça veut dire que tu ne comprends pas. Et lui, il dit, oui, j'admets le fait que je ne comprends pas. Et que tu vois, qu'en fait, on ne peut pas comprendre les choses. Et qu'en fait, mais ça veut dire, on peut transmettre quand même, si tu veux, la forme des choses. Et donc, et ça veut dire, au début, tu vois, moi, j'étais super, tu vois, reluctant. Ça veut dire, pour moi, naturellement, j'ai une sorte de, je sais pas, comme une réaction épidermique négative par rapport à ça, tu vois. Mais en fait, j'ai compris qu'en fait, il y avait beaucoup de, c'est aussi une vérité, c'est aussi, ça veut dire qu'à un moment, il faut appréhender la vérité comme ça, quoi. Si tu dis, ouais, je vais croire que ce que je peux comprendre ou je vais essayer de prouver, tu es un peu comme Maïmonide dans le Guide des égards, tu vois, ça c'est la démarche de Maïmonide, d'avoir ça veut dire une sorte d'être hyper rationaliste, en réalité, rationnel, en fait, ça, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça limite, en fait, ça limite la vision du judaïsme, d'une certaine manière, ça t'empêche de comprendre certaines choses en réalité. Et tu vois, Manitou, si tu veux, il accepte, si tu veux, il part de l'irrationnel. Et c'est en réalité ce qui est super bizarre, moi, ce qui m'a vachement choqué, après, quand tu réfléchis, c'est que c'est vachement lié, en fait, au monde universitaire. C'est-à-dire que dans le monde universitaire, en fait, tu vois, ça veut dire, en fait, c'est pas un monde rationnel. C'est ça, surtout ce que ça te montre. Tu vois, c'est un monde, tu vois, en fait, on te dit, voilà, il y a un savoir et je suis là pour te transmettre le savoir. Et ça, c'est chapitre 1, point 1, point 1, point 1, point 2, point truc, machin. Tu vois, c'est vraiment, comment dire, ça veut dire, parce que tu vois, lui, il est super universitaire dans sa manière d'enseigner. Et il est super, tu vois, si tu veux, c'est très Messoudar, parce que justement, il part pas sur un développement. C'est comme la Mishnah où c'est beaucoup plus Messoudar que la Gemara. Parce que comme tu dois rien prouver, tu peux asséner les vérités les unes après les autres et les organiser et tu les affirmes, en fait. Mais tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est surtout, voilà, tout ça, ouais, ce que je veux dire, c'est surtout ça ce qui a intéressé. Ça m'a aussi. Là, vous parlez de la forme. Ouais. Ouais. C'est chez vous les bips là ou c'est chez moi? C'est chez moi, en fait, c'est parce que c'est en train de download tous les files audio du char et aura. Là, vous parlez de la forme, mais alors le fond, ouais. Dans le fond, et à mon sens, Maïmonide, enfin pardon, Manitou, il y a un attachement sioniste extrêmement fort. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est le côté raciste et sioniste, ça, c'est vrai, tu vois. Ça, c'est lié à ce qu'on étudie. C'est vrai qu'il est raciste et qu'il est sioniste, ça, c'est vrai, tu vois. Et ça, pourquoi raciste? Pourquoi vous dites raciste? Parce que pour lui, tu vois, c'est la race hébraïque, tu vois, c'est quand on est en train d'étudier les trois de Gérout, tu vois, pour lui, c'est vraiment un truc raciste, tu vois, c'est un truc, tu vois, ça veut dire pour lui, il parle de l'hébreu, tu vois, c'est-à-dire du retour à la source, tu vois, hébraïsante, comme tu vois, ça veut dire quelque chose d'excessivement, ça veut dire, et ça, si tu veux, dans l'histoire, c'est que c'est super ancré, c'est-à-dire, c'est historiquement, on va dire, datable, c'est-à-dire parce que, tu vois, en Algérie, beaucoup de juifs algériens, la plupart, beaucoup, ils sont avec des non-juifs, etc. C'était un fléau. Il y avait tout ce côté-là, tu vois, ça veut dire... Quelle année vous parlez? Les années Manitou, 60. Ouais, c'est là où Manitou, il a grandi, tu vois, ça, à mon avis, tu vois, si tu veux, le fait que ça soit un juif algérien, et tout, avec la guerre d'Algérie, avec tout ça, ça veut dire, il y a beaucoup de choses, tu vois, c'est en même temps le côté... Si tu veux, c'est parce que les juifs algériens se sentaient plus français que juifs, tu vois, et ça veut dire, et pour lui, c'était une sorte de manière de. Il avait vu, si tu veux, il a vécu comme. Je suis désolé de tous ces petits vieux. Non, je m'en fous, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire, tu vois, c'est que. Il a vécu, si tu veux, en fait, ça comme. Parce que c'était une super grosse dégradation du judaïsme, si tu veux, ça a été un truc qui a détruit, si tu veux. Je sais pas si tu veux les problèmes. Moi, ça veut dire, moi, je le sais parce qu'en tant que rave, si tu veux, ça veut dire. Quand tu regardes dans les chélotes où tu vois les chélotes de Mamzerou, de machin, de Ranania,
c'est les Juifs algériens, ils ont ouvert, tu vois, si tu veux, dans les chilotes où tu vois des Vénézers, à cause de tous les mariages mixtes et de Kiddushin Sanguet et des machins et tout ce que tu veux. Si tu veux, ils ont ouvert, ça veut dire, ils ont ouvert une encyclopédie de halakha, tu vois ce que je veux dire, où ils ont donné, tu vois, à des mecs, tu vois, des grands génies de la halakha de s'exprimer, tu vois, mais si tu veux, c'était parce que justement, ils ont créé des problèmes tellement compliqués que c'est incroyable. Mais au niveau, tu vois, des Kohanim halali. Je comprends pas ce que vous dites. Vous parlez Et ce que je de... veux dire, à mon avis, tu vois, ce que je veux dire, c'est que lui, il a vécu ça, c'est-à-dire, il a vu, si tu veux, une sorte de judaïsme qui était en fait, ça veut dire qu'un sorte de, comme si les Juifs, ils s'étaient noyés dans l'humanisme, qu'en fait, c'était ça, en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, à mon avis, dans le judaïsme algérien. Et en fait, et la guerre d'Algérie, ça a été un gros réveil. Je pense que, tu vois, si tu veux, la guerre d'Algérie, ça a été comme un peu le même réveil qu'il y a maintenant, si tu veux, au XXIe siècle, où tout le monde se dit, ouais, on peut pas être humaniste, etc. En fait, on doit faire attention à la nation et un retour, tu vois, si tu veux, si tu veux, à la race, à la nation, je sais pas ce que tu veux, à l'identité nationale. En fait, si tu veux, les Juifs algériens, pendant la guerre d'Algérie, ils l'ont vécu. Et surtout, lui, Manitou, qu'il était le rave des Juifs algériens ou un rave des Juifs algériens, je pense qu'il a vécu d'une manière, en fait, beaucoup plus, si tu veux, encore, je sais pas comment dire, agrandi. Et que voilà, et que si tu veux, c'était un porte-à-faux avec les autres rabbinim, c'est-à-dire, puisque, si tu veux, les autres juifs ashkénazes, par exemple, ils avaient été victimes du nazisme, etc., que c'est un ultranationalisme, etc., donc eux, ils avaient une vision, ils avaient un rapport hyper, comment dire, je sais pas comment dire, critique, tu vois, douteux, tu vois, suspicieux par rapport à tout ça, à l'extrême droite, à tous ces machins-là, à tout ce côté raciste, tu vois, hyper nationaliste, etc. Alors que lui, en fait, si tu veux, il avait ce côté, si tu veux, lui, il avait ce côté-là parce qu'il avait, en tant que juif algérien, et en tant que tout ce qui s'était passé, tu vois, dans sa communauté, et comment est-ce qu'elle était en train de vivre au niveau spirituel et matériel. Donc, en fait, pour lui, c'était quelque chose, tu vois, c'est-à-dire, il a vu que, si tu veux, là, il a vu comme une sorte de renaissance à travers l'ultranationalisme, l'extrême droite, et si tu veux, le côté comme ça raciste et hyper sioniste, tu vois, mais il était, si tu veux, il est plus sioniste. Si tu veux, le sionisme de Rav Kook, il est beaucoup plus light, si tu veux, que le sionisme de Manitou, quoi. Parce que Rav Kook, c'est un sionisme, tu vois, idéologique, tu vois, en fait, si tu veux. Ce qui a permis à Rav Kook d'être sioniste, c'est parce qu'en fait, si tu veux, c'était un Rav qui vivait pas dans ce monde. Tu vois, c'était un mec qui, tu vois, c'est comme tous les autres rabbins disaient, tu vois, le Chazonish, je disais sur Rav Kook, c'est un baldimion. Tout le monde le prenait comme, tu vois, c'est quelqu'un qui vivait dans son monde, dans un apesanteur et qui comprenait rien. En fait, si la vérité vraie, si tu veux vraiment comprendre Rav Kook, tu comprends en fait que c'était un mec qui était complètement déconnecté du réel, tu vois, complètement déconnecté du présent. Et ça, si tu veux, ça a été pour lui une sorte de, parce que lui, tu comprends, ça se voit quand tu lis ses sfarim. Tu vois, ses phrases, elles commencent, tu sais pas comment, elles finissent, tu sais pas comment. C'est hyper, tu vois, ça veut dire, c'est hyper, tu vois, ça flotte, tu vois, c'est flottant. En fait, c'est parce que c'est comme ça que lui vivait sa vie, tu vois. Ça veut dire, lui, il vivait, tu vois, c'était un fils de rap, tout ça, machin, qui avait baigné dans la Kabbalah, tu vois, si tu veux, qui avait grandi dedans, si tu veux, donc il était complètement en déconnexion avec le réel. Donc quand je lui parle d'Israël et tout ça, il comprenait pas c'était quoi, si tu veux, je sais pas comment expliquer, il a une vision idéalisée et complètement, ça veut dire faussée, en fait, de qu'est-ce que c'était l'État d'Israël à son époque, qu'est-ce que c'est un Chiloni à son époque, qu'est-ce que c'est un Haredi à son époque, tout est faussé, mais ça lui permet, en fait, tu vois, paradoxalement, de dire quelque chose, tu vois, que pour la société israélienne, ça faisait sens. Mais c'est très paradoxal, c'est-à-dire on voit bien que lui-même, il comprenait pas du tout ce qu'il disait, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire qu'il y a un grand fossé entre comment est-ce que sa parole elle a été perçue au niveau politique et qu'est-ce que lui, il voulait dire vraiment, tu vois, parce que lui, il vivait pas dans un monde, il n'était pas du tout dans un monde du réel. Mais par contre, Manitou, tu vois, ça veut dire lui, il a pris la parole de Rav Kook. Et lui, en fait, il est vraiment ultranationaliste, il est vraiment raciste, il est vraiment, je sais pas comment dire, tu vois, darwinien, si tu veux, c'est un continuateur, en fait, de la pensée hitlérienne au niveau juif, tu vois, et ça veut dire, et pour nous, ça fait pas sens, mais pour lui, ça faisait sens parce que lui, il a pas vécu la Shoah comme, si tu veux, la majorité des juifs ont vécu la Shoah, c'est ça, tu vois, ça veut dire qu'il a vécu une Shoah à l'algérienne, ça veut dire une Shoah de mariage mixte, une Shoah d'expropriation de sa terre, une Shoah, tu vois, ça veut dire comme un peu ce qui est en train de se passer en France maintenant, tu vois, ça veut dire une invasion islamique, tu vois, à travers la dissolution, la soumission et tous ces trucs-là, tu vois. Mais ça, je pense, tu vois, c'est une chose, tu vois, dans Manitou. C'est-à-dire, ok, ça, c'est vrai, tu vois, ça existe. Si tu veux, c'est le Manitou politique et c'est ce qui en est resté parce que c'est ça, en fait, si tu veux, ce qui a résonné, j'en sais rien, tu vois, au niveau historique, si tu veux. Mais au fond,
À part ça, Manitou lui-même, tu vois, c'est un mec qui a, c'est-à-dire, enfin, pour moi, il est intéressant, ça veut dire en tant qu'arabe, etc., pas à cause de ça, mais en tant que, tu vois, de sa recherche, tu vois, de sa connaissance kabbalistique, quoi. C'est-à-dire que lui-même, au fond, il vient aussi d'une lignée de grands rabbinim kabbalistes, tu vois, c'est un descendant du Raphaël Vital et de tout ça, etc. Ouais, Ben Archaman n'est pas simplement de plein de Koubalim, parce qu'en fait, s'il y avait Raphaël Vital, il y avait un opposant, j'ai oublié comment il s'appelle, de son vivant, j'ai oublié son nom, et qui était celui qui était le grand opposant à Raphaël Vital à sa fête, et qu'à la fin, quand ils ont fait le shalom, il a marié Raphaël Vital, il a marié sa fille avec l'autre fille du grand Mekoubal. Et en fait, Manitou, si tu veux, il vient de cette famille-là, donc ça veut dire qu'il a un grand, si tu veux, un grand Yichus en réalité, hein, au niveau de la Kabbalah. Et ça, on sent, tu vois, qu'il a une tia, ça, il a une Havana là-dedans. Tu vois, ça veut dire qu'il a une Havana dans le. Et ça vient justement de ça vient du fait qu'il est capable, si tu veux, contrairement à la Gemara, tu vois, c'est-à-dire il est capable de, tu vois, d'envisager les choses, tu vois, d'accepter les choses, tu vois, d'accepter les choses si tu veux, d'analyser les choses et de dire des shiurim et de comprendre et tout ce que tu veux à travers des concepts que lui-même il admet qui sont incompréhensibles, tu vois. Et ça, dans ces shiurim, c'est, tu vois, pour moi, tu vois, c'est ça ce que j'aime, moi. C'est pas ça ce que j'aime, moi, j'aime pas ça même, honnêtement. Mais si tu veux, pour moi, c'est waouh, je suis complètement, tu vois, impressionné. Je suis complètement, tu vois, comment il fait ça, tu vois, c'est incroyable, tout ça. C'est même la vision même, tu vois, tu vois, ce regard, pour moi, il est tellement, tu vois, impressionnant que. Alors, comment vous dissociez ce très profond héritage mystique qui effectivement c'est un peu aussi un autre je crois que c'est un élève de Manitou qui a aussi écrit un livre qui s'appelle Avraham Livni, vous connaissez? Je non, moi, je suis pas du tout cette Israël, je suis pas. Le retour d'Israël. C'est la Bible des. Tenez, je vous le partage. Le retour d'Israël et l'espérance du monde. C'est la Bible des Datim Leumim. Comment ça s'appelle? D'origine algérienne, disciples de Manitou, qui ont fait leur alia avec Mayanot, avec Manitou dans les années 60-70. Okay. Le retour d'Israël. Ouais, j'ai en regardé, ouais. Et l'espérance du monde. Et c'est un de vulgarisation. Mais comment dire? Mais comment vous dissociez cette pensée qui plonge très très loin dans les Sodot à Torah et son application politique qui est très très et son implication politique très 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 forte. Pourquoi vous faites une analyse qui est plus une analyse psychanalytique qu'une vraie contradiction de son discours. Ouais. En réalité, ce qu'il dit, c'est ce que dit l'intégralité de notre liturgie, il dit aussi l'intégralité de la Kabbale, et ce que dit quand même beaucoup de Mishnayot, même les halachot qu'on est en train d'étudier, sur le rapport effectivement à la race ou à la Ouma, ou au Ham, ou à la terre, et au Ham Israël d'une manière générale, et tout ce qu'il dit sur tous ces points-là, ce que va dire aussi Kahana, et qui n'est pas, ce qui est pas en contradiction avec notre tradition du tout, ce qui est juste une version politique de notre tradition. Ouais, c'est très difficile, comme tu as vu, c'est ce qu'on est, tu vois, on est arrivé un peu dans une impasse, je suis désolé, tout ça, je pense que j'ai l'impression que comme j'ai mis mes player, je sais pas ce qui s'est passé, ça fait un update, c'est en train de prendre tous mes audio files dans un truc, c'est ça ce qui fait les boum boum boum, je suis désolé, hein. Je sais pas comment les arrêter du tout, je sais pas exactement. Mais tu vois, non, je suis d'accord avec toi, mais c'est une porte-à-faux, t'as bien vu que nous on est arrivé sur une impasse, tu vois, quand moi je t'ai dit, voilà, Yitro, on voit que c'était pas ça, la route c'est différent d'Yitro, et que tu vois que j'en sais rien, tu as l'impression d'une tension par rapport à ça, tu vois, c'est difficile, tu vois, honnêtement, c'est difficile, tu vois, c'est très difficile, tu vois. Vous avez une manière de dire, je disqualifie d'une certaine manière le discours de Manitou sur la nation, la renaissance d'Israël, le sionisme moderne et le sionisme religieux, parce que d'une certaine manière, ça vient de son accident de vie d'Algérien
qui a vécu d'abord l'assimilation française et ensuite la guerre d'Algérie et l'exil d'Algérie. Ouais. Mais en réalité, d'abord, Manitou, il fait ce switch sioniste, extrêmement sioniste, au tout début, prémisse de la guerre d'Algérie. Je crois que c'est au début de la guerre en 40. Il a vécu tout ça, mais ça veut dire qu'il a vécu le problème. Tu vois, je pense que tu vois, ça veut dire qu'il a vécu. Moi, je pense qu'il a vécu. Si tu veux, il avait vécu déjà avant, si tu veux, tous ces trucs-là. C'est-à-dire, voilà, je sais pas comment t'expliquer. C'est comme, c'est vrai tout ce que tu dis. Ça veut dire, c'est historiquement comment ça fonctionne. Je sais pas, mais ça veut dire qu'il y a eu des traumatismes. Chance. Tu vois, c'est dire là, si tu veux voir plus, tu regardes les trucs de Derrida, que c'est un Bendoro, plein d'autres, tu vois, algériens, juifs algériens de son époque. Tu vois que en fait, si tu veux, la situation psychologique, est-ce qu'on fait partie du peuple, est-ce qu'on est français, est-ce qu'on n'est pas français, est-ce qu'on fait partie du peuple algérien, quel est notre rapport, etc. Et si tu veux, comment dire, je ne sais pas comment dire, non, on peut parler on peut parler d'antisémitisme, on peut parler, tu vois, c'est-à-dire Derrida, il en parle énormément, il a fait tout je pense que tu sais, available online, il y a une vidéo de 1 heure où est-ce qu'il parle sur la situation des Juifs algériens, comment est-ce qu'il était traité à l'école, comment est-ce que comment ça. Moi, je connais très, très, très bien, parce que ça me touche dans ma chair, c'est l'histoire de la famille de mon père à 100%. J'avais pas tout ça. Okay, la famille de mon père, il était... mon père... alors d'abord, mon père, il est né en Algérie à Oran en 1946. Ouais. Et puis ensuite, dans sa famille, ses cousins germains, qui sont des Bénichou, qui sont la famille de Bénichou aussi de celui qui était à la télé. Là, je ne sais plus si vous vous souvenez, là, le Bénichou qu'on voyait tout le temps à la télé. C'est aussi les descendants, enfin, c'est les neveux des Bénichou qui étaient profs de lettres à Harvard. Okay. Vous avez connu ce Bénichou, prof de lettres à Harvard? Oui, je connais pas. Le seul Bénichou que je connais, c'est celui qui a traduit la Bible, après qui a traduit le Chomat al-Vavot, et que ça avait été un gros truc parce qu'il avait fait une sorte de traduction, il voulait en fait déjudaïser la Bible, un truc comme ça. Je sais pas si tu te rappelles. Je pense qu'il s'appelait Bénichou. Ah, il s'appelait Chouraki, pardon. Chouraki. Ah non, ça c'est les Chouraki. C'est Chouraki, c'est Chouraki. Non, Bénichou, je connais pas. Non, je connais pas. Alors Bénichou, il y avait un professeur au Collège de France qui s'appelait Bénichou, qui est récent, dans les années. Ouais, ça me dit quelque chose. Maintenant que tu me dis, ça me dit quelque chose. Il avait écrit 2-3 livres qui sont des best-sellers de la critique littéraire française du XXe siècle. Un qui s'appelle Le moral du grand siècle, un autre qui s'appelle Le plan des prophètes. Ouais, c'est ça, je me rappelle ça. Mais maintenant que tu me dis, oui. Et lui, donc, c'est l'oncle de mon père. Et c'était chez eux aussi, ils avaient le cours Marcel Proust à Oran, où enseignait Albert Camus. Okay, ouais. Donc c'était de la super intelligentsia. Oui. Mais en regard de ça, il y a eu une perte d'identité juive qui était catastrophique. Alors, de manière un petit peu miraculeuse du côté de mon père, un peu moins, même si quand même beaucoup. Mais du côté des Bénichous, d'abord, ils étaient profondément pour le FLN, les vrais juifs de gauche pour le FLN, pas pour les porteurs de valises, mais pour le FLN. Et ils s'identifiaient en même temps profondément à la France. Et ils pensaient qu'ils défendaient la France en défendant le droit des Algériens à l'autodétermination, tout ce qu'on veut. Et ils se sont complètement perdus. Mais c'est ce que vous voyez aussi dans votre famille à vous, avec votre neveu, tout ça de RFI, là. Non, mais c'est vrai. Oui, non, c'est la même histoire. Ouais. Sauf que moi, quand je suis parti en Amérique, c'est justement parce que je voulais tourner la page par rapport à tout ça. Mais bon, ça veut dire, parce que pour moi, j'en sais rien, pour moi, je sais pas comment expliquer. Enfin bref, tu vois, je comprends tout ce que tu dis, tu vois, j'en sais rien, pour moi, c'est des problèmes du passé, je sais pas comment expliquer, tu vois, j'en sais rien, je sais pas, tu vois, pour moi, tu vois, je pense que, en fait, tous les c'est des problèmes qui se rejouent à chaque génération, en réalité. Parce qu'aujourd'hui, le conflit entre la droite et la gauche en Israël, c'est le même conflit. Est-ce que on va choisir une identité juive ou est-ce qu'on va choisir une identité Israël? Est-ce qu'on va choisir une identité Yehudi, une identité Yehuda ou une identité Israël-Yosef? Oui, certainement. C'est-à-dire, c'est vrai que oui. Mais c'est pas qu'on est comme tu dis. Mais je sais pas. Honnêtement, tu vois,
Non, c'est sûr, comme tu dis, je sais pas, Et comme vous dites aujourd'hui, il y a ce retour nationaliste un petit peu partout dans l'Occident, même avec Trump et avec tout un tas de trucs, mais qui aussi correspond à un champ du cygne de cet universalisme, cosmopolitisme, qui n'a pas su, amener le Mashiach. Ouais, je sais pas, parce que pour moi, tu vois, moi, je sais pas quoi dire. Tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire, moi, ce que je veux dire, je sais, pour moi, si tu, il y a une chose dans tous les cas, tu vois, pour moi, c'est vrai qu'en fait, peut-être s'ils cherchent aussi, j'ai pas, c'est un point sur moi. Mais c'est-à-dire, tu vois, que je veux dire, moi, une chose que j'ai appris, tu vois, en fait, pour dire la vérité, pour dire la chose, tu vois, ok, je vais le dire, tu vois, ça veut dire, parce que moi, j'aime pas citer son nom, mais ça veut dire Benny Lévy, tu vois, mais c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, mais au fond, c'est pas de Benny Lévy que je l'ai pris, mais c'est vraiment, c'est le point commun que moi j'ai vu, tu vois, si tu veux, entre Benny Lévy et le monde des Yeshivot, mais bien qu'honnêtement, franchement, c'est pas du tout, je l'ai pris de Benny Lévy, c'est après, j'ai retrouvé ça, si tu veux, en fait, et pour moi, c'est ça l'essence du judaïsme ashkénaze par rapport au judaïsme séfarade, c'est que, tu vois, c'est qu'en réalité, je sais pas comment expliquer, c'est que, quand tu lis la Gemara, tu vois, ça veut dire, l'idée c'est, je dis quand tu lis la Gemara, mais si tu veux, l'idée c'est que la manière dont les Ashkenazim, ils ont enseigné la Gemara dans les yeshivot, et moi, si tu veux, l'éducation, je pense que peut-être c'est un peu lié au Nefesh HaChaim, je ne saurais pas dire, tu vois, parce que, mais c'est pour ça que j'ai pas envie d'entrer dans comment ça fonctionne, etc., mais je pense qu'un truc qui est vrai, c'est que la manière dont les Ashkenazim, ils ont enseigné la Torah dans les yeshivot, et les Ashkenazim, dans la manière dont ils ont vu, ils ont étudié la Gemara, c'était de dire, en fait, tu vois, la Gemara, ça s'adresse à un être humain. C'est pas spécialement un juif. Et en fait, si tu veux, la Torah, et à travers ça, si tu veux, c'est la Torah, elle s'adresse à l'être humain. Mais et ça voulait dire, tu vois, en fait, que d'abord, tu es un être humain, ensuite, tu es un juif. Mais qu'en fait, si tu veux, c'est comme s'il y avait une continuation complètement, je sais pas comment dire, linéaire là-dedans. Et c'était pas, en fait, si tu veux, une sorte de choix que tu avais à faire, à savoir, est-ce que je suis un être humain ou est-ce que je suis un juif? Tu vois, en fait, c'est comme si, tu vois, dans la Gemara, on te dit, en fait, c'est comme tu es un être humain et le juif, c'est une modalité de l'être humain et tout ce que, tu vois, je suis vraiment désolé de tous ces trucs-là. Mais ça veut dire, mais tout ce que tu as à faire, en fait, c'est de, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est retrouver le chemin, tu vois, si tu veux, ça veut dire comment est-ce que ton humanité, à la fin, tu vois, elle s'épanouit dans le judaïsme, mais tu es avant tout un être humain. Et ça, tu vois, je l'ai vu chez les rabbanim ashkénazes, tu vois, je l'ai vu vraiment, tu vois, dans le monde des yeshivot. À la base, je parle pas du monde des yeshivot actuel, Haredi, qui est complètement, tu vois, parti en couille. Mais ça veut dire, moi, si tu veux, les yeshivot que moi j'ai connus, quand moi j'étais à Getzet, quand moi j'étais, tu vois, ça veut dire, j'étais à Slabodka, Slabodka, c'est noir de chez noir, tu vois, moi j'étais dans les yeshivot les plus noirs de Hassidish, ça veut dire plus Haredi que ça, tu peux pas, tu vois, ça veut dire, et même après ça, bon, l'écoute, c'était plus cool, mais ça veut dire, ça veut dire Sachakol, ça veut dire, c'est quand même très, très Haredi. Et si tu veux, l'idée, c'était que tu es un être humain d'abord, c'est la base, si tu veux, de l'étude, tu vois. Et après, ça a été perdu, si tu veux. Mais si tu veux, c'est pour ça que pour moi, la question, elle s'est jamais vraiment posée parce que, et j'ai compris, tu vois, ça veut dire qu'à partir du moment où, si tu veux, les Haredim, ils ont commencé à s'écarter de ça, de dire on est des êtres humains d'abord, c'est pas simplement que ils sont partis complètement dans une sorte de dérive morale, mais ils ont perdu même toute leur intelligence, tu vois. Ça veut dire ils sont devenus à commencer à penser tordu, tu vois, si tu veux. Moi, je suis arrivé, moi, je suis à la MTJ, ça veut dire je vais de Rav David Feinstein, Moshe Feinstein, tout ça, etc. Parce qu'en fait, si tu veux, à un moment, quand je suis arrivé à l'écoute, quand j'arrivais à la yeshiva, j'arrivais plus. Tu vois, moi, je suis un produit des yeshivot. Moi, j'ai grandi, j'ai écrit des livres, j'étais un ilouï, tu vois. Juste une question. Qu'est-ce que ça veut dire, que je puisse bien comprendre ce que vous dites? Qu'est-ce que ça veut dire comme conséquence politique, cette idée de je suis un être humain avant de définir mon identité juive? Parce que, tu vois, mais c'est pas opposé, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, pour moi, l'idée, c'est, tu vois, c'est pour ça que moi, j'aime pas Manitou et tout ça, etc. Parce que si tu veux, tu as une vision, si tu veux, il y a une lecture, si tu veux, il y a une lecture hyper raciste, tu vois. Chez les Slobodka, là, c'est quoi, comment ça se concrétise? Ça se concrétise que quand tu ouvres une Gemara, par exemple, tu ne le regardes pas, tu dis pas, tu vois, ça veut dire, et tu vois bien, en fait, que c'est ce que la Gemara, elle fait elle-même, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que les auteurs de la Gemara, ils ont gardé leur nom Goy et tout ça. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que, tu vois, il y en a très peu qui ont des noms juifs dans la Gemara. Tu vois, ça veut dire, bah, hier, machin, ça s'appelle, ils ont des noms super bizarres, mais c'est des noms, j'en sais rien, tu vois, de leur, des trucs, tu vois, c'est comme si moi je t'appelais Patrick ou j'en sais rien, ou truc bidule, tu vois. J'en sais rien, tu vois. Et c'est comme ça qu'ils s'appellent dans la Gemara, mais je pense que c'est pour une raison, ça veut dire, c'est pas tellement pour une raison, mais c'est-à-dire que l'idée, c'est que, tu vois, ils réfléchissent
comme si tu vois, voilà, moi je suis un être humain lambda, je suis un goy, tu vois, c'est un goy, mamache, et voilà, et je lis ça dans le Navi, ou je lis ça, tu vois, dans la Mishnah, et qu'est-ce que j'en pense, tu vois? Et ça veut dire, à travers ça, et pour eux, il faut que ça fasse sens au niveau de l'humain, ce que la Mishnah elle dit, ce que la Gemara, tu vois, ce que la Torah elle dit, ce que le Navi dit. C'est pas Oui, mais le focus, ouais, tu pars de là. le focus toujours de la Gemara, c'est halacha. Oui, On mais cherche la halacha. c'est pas vraiment, oui, mais et la halacha, elle est quand même toujours axée sur halacha les Amayehoudi. C'est pas halacha les. Oui, c'est ça, mais c'est pour ça, c'est clair comme tu dis. Ça veut dire que c'est pour ça que moi, en fait, je vois pas de contradiction, tu vois. C'est-à-dire que l'idée, c'est comme on a, tu vois, ça veut dire le fait d'avoir fait, tu vois, comme Manitou, il fait comme tout ça, ça vient beaucoup de Rav Kook et tout ça, et ça veut dire, et c'est hyper. C'est pour ça que moi, je pense quand tu dis, c'est pas quand moi je dis, ouais, quand moi j'ai dit ça sur Manitou, je voulais pas faire la psychanalyse de Manitou. Tu vois, c'est une critique, tu vois, c'est une critique d'une sorte de, comment dire, de falsification de la Torah que Manitou il a fait à travers, mais qui est excusable à cause de son vécu et qui est plus qu'excusable, etc. Qui, si tu veux, le remets pas en cause. Mais ça veut dire, pour moi, ça veut dire, en fait, la Torah, si tu veux, et c'est ça ce que Maïmonide dit dans le Guide des égards et tout ça, ça veut dire que les lois de la Torah et les lois de la nature, ils doivent être complètement alignés. Et ça veut dire, il ne peut pas y avoir, si tu veux, alors c'est sûr que, ça veut dire, et c'est Abraham, ça veut dire, il pouvait, à travers les lois de la nature, il a pu découvrir toutes les lois de la Torah. C'est ce que ça veut dire qu'il a accompli la Torah avant qu'elle soit donnée, etc., etc. Et donc, ça veut dire, et la Gemara, c'est une manière de retourner à ça. C'est-à-dire, ok, la Torah, elle te dit, voilà, ça c'est les travaux interdits de Shabbat, c'est quoi Otsara, c'est quoi ça? Mais en fait, c'est pas une question, tu vois, métaphysique et tout ça, de c'est quoi la Otsara. C'est, en fait, dans le vécu, qu'est-ce que ça veut dire, l'interdit de, tu dois rester sur Ayetse, Shumekomo, Bayama Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est par rapport au vécu. Qu'est-ce que c'est toi sortir de ton makom? Qu'est-ce que c'est, tu vois? Et ça veut dire, et c'est à partir de là où tu commences à réfléchir et tu réfléchis mais tu réfléchis pas dans le vide. Tu réfléchis parce que voilà, on te dit, là, on a malgré tout, comme tu dis, c'est un travail, si tu veux, de comment dire, de mise à l'épreuve du réel. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est un travail, comment dire, de je sais pas, c'est comme s'il y a une comment on appelle ça, de résonance. Un travail juridique, d'analyse de. C'est ça. Mais ça part de l'homme, tu vois, ça part de l'homme. Et si tu parles plus de l'homme, et tous les rabbinim du 19e, tout ce qu'ils ont fait, ça avait commencé avec Rashi, tout ça, c'est dans la droite ligne de. Si tu veux, Maïmonide, Rashi, tout cela, ils étaient dans cette kivoun depuis le début. Et les rabbinim ashkénazes du 19e siècle qui ont combattu la Scala et qui ont créé les yeshivot, tu vois, et ça veut dire en écrivant des livres hyper techniques en réalité aussi, comme tu vois le Ksotachoshen, tu vois, ça veut dire le Chat, tu vois, le Rav Shimon Shkop, c'est-à-dire des livres vraiment de halakha hyper techniques. Ils étaient dans. Pourquoi ça a pris, pourquoi ça a permis aux gens de faire teshuva? Parce qu'en fait, ça envisageait la halakha d'une manière, c'est-à-dire c'était une réflexion hyper honnête et qui était vraiment dans la prolongation de la Gemara et de Rashi et de Tosfot et de Rambam et tout ce que tu veux, parce que ça te montrait que mais c'est à partir de l'humain, c'est-à-dire je suis un être humain, comment j'envisage ça, comment tu vois, il y a un passage qui est marqué, il y a une halakha qui dit qu'est-ce que moi à travers mon vécu, qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'être humain et comment je raisonne par rapport à ça. Raisonner dans les deux sens du terme, tu vois, ça veut dire comme un radar qui résonne et en même temps comment est-ce que je réfléchis, je construis par rapport à ça. Et si tu veux, les gens ils sont retrouvés là-dedans, tu vois. Et ça faisait, si tu veux, comme une sorte tu vois, de réunification entre la culture et la nature, entre plein de choses, tu vois, sur des trucs, tu vois, philosophiques que tu vois, si les goïms ils ont buté dessus, tu vois, jusqu'à maintenant, comme tu dis, entre cette histoire d'extrême gauche, d'extrême droite, de machin et tout ça, d'humanisme versus tout ça. Mais parce que la Torah, la Gemara, elle le résout, en fait, si tu veux. La Gemara, elle a résolu ça, si tu veux. Tout ce qu'il y a à faire, tu vois, c'est la Gemara, Rachid, Tosfot, le Rashba, tout ce que tu veux. Ils ont résolu ça. Rachid, dans son commentaire sur le Chumash, c'est ça ce qu'il a résolu, en citant le Midrash pour expliquer les psukim et tout ça. C'est de dire, voilà, il y a une réalité tangible de la prophétie, mais en fait, l'idée, c'est de savoir comment moi je l'applique par rapport à mon vécu à moi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et tu vois, et quand tu fais ça, tu comprends qu'en fait, tu t'épanouis à mort. Tu comprends aussi que tu trouves un sens dans ta vie, tu trouves un sens au judaïsme, tu trouves un sens à tout, tu vois. Et c'est tout, tu vois. Pour moi, c'est pour ça que moi, je ne sais pas comment t'expliquer, tu vois, ça veut dire. Voilà, et si tu veux, Béni Lévy, il a entrevu ça. Donc, j'ai pas lu tellement l'histoire de Béni Lévy ni rien, mais je sais qu'à un moment, il dit ça. Si tu veux, c'est ce que lui, il a pris de Chouchani. La base de tout ça, c'est Chouchani, en fait, que lui, je sais pas, je pense qu'il avait étudié dans les Yeshivot Ashkenaz, il avait très bien compris, tu vois ça, il a été capable de l'expliquer. Ça veut dire, il est capable d'expliquer, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce que Lévinas, il a repris de lui, et c'est ce que Béni Lévy, ils ont repris de lui. Mais tu vois, pour moi, c'est pour ça, le problème, il est résolu. Même Manitou, il a étudié avec Chouchani. Ouais, c'est possible, ça je savais pas. Mais tu vois, mais ça veut dire pour moi, tu vois, pour moi, c'était, si tu veux,
si tu veux, depuis qu'il y a la Gemara, c'est comme si le problème ne se pose pas, quoi. Tout ce qu'on te demande maintenant, tu vois, c'est comme si tu veux, tout ce que tu as à faire, c'est en fait, c'est juste d'étudier la Gemara et, tu vois, et d'étudier le Midrash, d'étudier le Chumash Rashi, ce que tu veux. Et en fait, tout se résout, tu vois, puisque c'est ça, tu vois, c'est ça ce qu'ils ont fait depuis le début, tu vois, c'est ça, tu vois, c'était ça le. Non, désolé, même moi, ça m'énerve cette histoire, mais je sais pas comment l'enlever. Je sais même pas qu'est-ce que c'est en train de faire exactement. Tu vois, bon, peu importe, mais tu vois, bah voilà, mais c'est tout, tu vois, mais c'est ça, c'est pour ça, moi, c'est ça ce que je pense, moi, fondamentalement. Enfin, moi, en tant que Baruch Yeshiva, tu vois, ça veut dire avoir Kollel et tout ça, moi, c'est. Tu vois, pour moi, les questions, elles ne se posaient pas, tu vois. C'est pour ça, et après, tu vois, quand j'ai lu les trucs de Manitou, ça n'a pas lu, mais quand j'ai écouté, quand j'ai vu tout ça, tu vois, c'est sûr que, tu vois, cette vision, et de Rav Kook et tout ça, cette vision hyper, comment dire, raciste et tout ça, pour moi, j'en sais rien. C'est sûr que c'est une falsification de la Torah, tu vois. Mais d'un autre côté, dans la Kabbalah, ça existe, si tu veux. Tu vois, parce que la Kabbalah, elle dit, ouais, en fait, la race juive, elle est spéciale par elle-même, tu vois ce que je veux dire. Si tu veux, la pensée kabbalistique, en réalité, si tu y crois vraiment, c'est une pensée raciste, au fond. C'est pour ça que tu vois que Rav Kook et tout ça, etc., ils sont racistes. C'est très bizarre dans le sens, c'est très, très bizarre, mais ça veut dire, ça devient raciste si ça devient orienté politiquement, quoi. Ça veut dire, le truc, c'est que pour moi, et moi, c'est ça là où ils deviennent suspects, c'est parce que tu vois, le Harizal, par exemple, tu vois, ça veut dire, le Harizal, il va dire, voilà, ok, les Juifs sont spéciaux, parce qu'on voit bien que tu vois, si tu veux, dans la Kabbalah, ce qui est juif, c'est celui dont la mère est juive, et donc, en fait, c'est un truc, tu vois, de l'ADN, c'est un truc raciste, c'est un truc, tu vois, qui n'est pas lié à une idéologie, à une religion ou quoi que ce soit, etc. Mais si tu veux, le Harizal, il va dire, ouais, mais les Goïs, ils ont aussi leur tikkun, et peut-être, même le Harizal, ils ont moins de clipotes que les Juifs. C'est pour ça qu'ils ont moins de mitzvot à faire, etc., etc., parce que d'une certaine manière, ils sont plus proches d'Hachem. C'est ce que le Harizal, il dit, si tu veux. Et dans ce sens-là, tu vois, le De Harizal, la même manière que les animaux sont plus proches d'Hachem, et de la même manière que les femmes sont plus proches que les hommes, et de la même manière que. peut-être, mais en tout cas, c'est leur manière. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échelle de valeur, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que la Kabbalah, elle doit pas devenir, si tu veux, une sorte de. J'arrête de te faire dormir. Mais tu vois, si tu Non, mais c'est très, très, très intéressant. À mon avis, tu vois, la Kabbalah, elle ne peut pas être, si tu veux, le moteur d'un mouvement politique ou quelque chose ça, ou d'une identité nationale, etc. Puisque dans la Kabbalah, tout doit exister par soi-même et tout est une relation par Hachem à sa manière. Et si tu veux, le but de chaque chose, c'est d'épanouir sa relation avec Hachem par rapport à ce qu'il est. Et en fait, dans ce niveau-là, tout se vaut. Tu vois, même Adolf Hitler, si tu veux, comme je dis, dans la Kabbalah, il est équivalent à Moshe Rabbeinu. Ça veut dire, tu vois ce que je veux dire? C'est parce que tu peux appliquer un jugement moral. C'est sûr qu'Adolf Hitler, c'était un Shaliach Hachem, et que c'est Hachem qui lui a mis toutes ces débilités dans sa tête. Et alors, est-ce qu'il aurait dû être Mitgaber, pas Mitgaber? Mais c'est pas le problème. Si tu veux, en tant que Mekoubal, c'est pas à toi de juger, c'est un malach. Tu vois, un malach mechabel, un malach ce que tu veux, un malach whatever ils disent, il est le fruit de, tu vois, de la volonté d'Hachem. Pourquoi, comment, on n'en sait rien, mais c'est un truc, tu vois, hyper holistique, tu vois, qui vient de l'extérieur. C'est comme si lui-même, il n'était pas vraiment, tu vois, la question du libre arbitre dans la Kabbalah, c'est encore une autre histoire, mais c'est surtout la question, tu vois, du jugement moral qui peut pas être, tu vois, qui peut pas être justifié. À plus forte raison, tu vois, une raison politique. Et tu vois, les Mekoubalim, jusqu'à Rav Kook, si tu veux, jamais ils se sont impliqués politiquement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour eux tous valaient, tu vois, ça veut dire, même quand tu vois, quand le Rav Yosef Karo, il a voulu faire, si tu veux, il a voulu faire la smicha parce qu'il pensait que c'est le début du Mashiach et tout ça. Et en fait, tu vois, il y avait le Rav Yerushalayim, le Rav du Parthénois qui s'est opposé. Et tu vois, le Rav Yosef Karo, il avait beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de tout ce que tu veux. Et il aurait pu imposer de dire on refait le Sanhedrin et tu vois, et complètement envoyer balader le Rav du Parthénois qui était Stam. C'était un arabe italien, whatever. Ça veut dire il n'avait pas de connexion, il n'avait pas de pouvoir, tu vois, ça veut dire il n'avait pas tout le truc. Mais si tu veux, pour eux, c'était assez une opposition. Et le Ramban. Comment? Et le Ramban. Ramban, c'est une autre histoire, tu vois, mais Ramban c'est encore, je sais pas, je vais pas parler sur le Ramban, je le connais, tu vois, c'est compliqué le Ramban. Le Ramban, il avait pas, je pense pas que. Moi, je sais pas, je connais pas si lui il avait une relation, s'il était politiquement involved dans quoi que ce soit, mais j'y crois. Je pense. Il a quand même fait une alliade avec tous ces, comment ça s'appelle, avec tous ses disciples et tout ça. Il a construit une synagogue à Jérusalem. Comment ils vont vous ficher? J'essaie de. Ouais, j'espère que j'ai arrêté ces petits machins là. J'espère que c'est tout. Je sais pas ce qui s'est passé exactement. Non, qu'est-ce que vous dites sur le Ramban? Je sais pas, le Ramban, moi honnêtement, je connais pas sa vie pour son engagement politique. Moi, je sais qu'il a sauvé, si tu veux, le guide des égarés. Tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire, ça n'arrête pas. C'est impossible. 2 secondes.
Qu'est-ce que je vais faire? Je fais cancel là. J'ai appuyé l'autre bouton, espérant que ça arrête. Tu vois, tu vois, non, tout ce que je sais, c'est que tu vois, il a sauvé le guide des égarés. Que tu vois, ça veut dire, mais je vois, quand il est parti en RS, bon, il est parti en RS, ça je sais. Après ça, je sais pas, tu vois, bon, il y a la dispute de Barcelone, tout ça, c'est les faits que je connais. Je sais pas, tu vois, s'il avait une implication, comment dire, politique à part ça, tu vois, ça veut dire, ça arrive pas, je sais. La Alia l'Eretz Israël, Ouais, en tant que tel, c'est un acte politique. je pense pas pour le Ramban. Mais si, parce que alors, où vous mettez la frontière entre spirituel et politique? Parce que toute la question, quand vous dites qu'il y a une dimension non politique comme universelle chez les yeshivas d'Europe de l'Est, c'est qu'en réalité, il y a l'idée d'une possibilité de vivre dans le ghetto. Je sais pas, c'était pas ça le point. Ça, Non, je alors, pense que peut-être que je ne vous comprends pas assez bien, mais pour moi, ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire on peut vivre dans le ghetto n'importe où dans le monde, on vit avec notre livre et on vit avec notre halakha, et qu'on soit à Jérusalem ou à Munich, et non, ben, ça ne change rien. non, ça c'est pas vrai, parce que la Kedusha t'arrête, ça mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Si tu vois bien, la Yeshiva très droit. Mais tout ça, c'est des dimensions qui sont politiques, qui sont présentes dans la Torah, mais qui sont politiques. Vous pouvez pas en faire abstraction, vous pouvez pas dire c'est que spirituel. Non, ça peut être, c'est devenu politique si à partir du moment où tu veux faire un État, à partir du moment où tu veux faire tout un truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais si jamais, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, tu dis, tu vas là-bas à titre privé, tu vois, c'est toute l'histoire quand même, parce que dans la Lacha, tu vois l'hôtel au Berchoma, etc. Mais ça veut dire que si jamais toi, et c'est ce que le Ramban il a fait, tous les Gdolim ils ont fait, qui sont partis en Israël, c'est-à-dire ils allaient là-bas à leur fin de leur vie, parce que tu vois, ça leur apportait une élévation spirituelle, et dans la Lacha, c'est une grande mitzvah de le faire, etc. Mais ça veut dire qu'ils n'ont jamais cherché à faire, si tu veux, une sorte si tu veux, je sais pas, de fuss, j'en sais rien, je sais pas comment dire, tu vois, de mouvement, etc. Et de créer une sorte tu vois, ça veut dire de gouvernement, tu vois, d'avoir un impact sur la vie sociale en Israël, quelle qu'elle soit, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est connu, tu veux prendre l'exemple le plus grand, c'est d'Abrabanel, puisque Abrabanel, si tu veux, comment il s'appelle, le grand turc, j'ai oublié, c'est lui qui était l'émir, quand il est parti, il s'est réfugié dans l'Empire turco-ottoman, je ne sais pas comment il s'appelait, ça s'appelle le chef de l'Empire ottoman. Saladin, non? C'était pas Saladin, c'est celui qui a construit le roman de la vieille ville. En tout cas, oui, c'est possible. En tout cas, il lui a proposé d'aller en Israël et de créer un État juif en Israël. Et Abrabanel a refusé. Et il n'a pas refusé d'aller en Israël, mais il a refusé de créer un État juif là-bas. Même, tu vois, une province, tu vois, c'est-à-dire. Parce que tu vois, c'est là où ça devient politique. Mais si tu veux, si à titre privé, tu vas en Israël, c'est-à-dire tout ce que le Gaon de Vilna, tout cela, le Ramban, ils n'ont jamais voulu faire, si tu veux. Mais David Amelach, il a un rôle politique, il a un objectif politique. Oui, c'est certainement, mais c'est de dire tout ça, encore une fois, tu vois, c'est que tu veux dire, c'est parce qu'il y a la galoute, si tu veux, il y a la névoie, il y a l'histoire d'Israël, tu vois bien, c'est ce que le Maharal dit avec toutes ces histoires-là, ça veut dire, Israël il doit aller en exil, c'est écrit dans les livres, tu vois, c'est écrit dans la prophétie, quelle que soit la raison, donc si tu veux, c'est-à-dire, whatever, tu vois, ce que je veux dire, il y a une idée, tu vois, à mon avis, tu vois, tu vois, c'est ce que tu retrouves en fait dans la Gemara, c'est ça l'histoire, tu vois, à mon avis, tu vois, de Yona qui est avalé dans le poisson, qui retourne en Babylonie et tout ça. C'est comme si tu veux, le peuple d'Israël, il a besoin, et c'est ça le concept de la résurrection des morts et tout ce que tu veux. Ça veut dire, en fait, c'est comme l'idée, c'est comme ça, c'est que tu vois, c'est un peu comme la manière, tu vois, dans la spiritualité, dans la manière ça fonctionne, comme tu vois avec Adam Arishon, qui avait un niveau super haut et qui mange dans la connaissance de la bien et du mal, qui doit mourir pour renaître et tout ça. On a l'impression qu'Israël, c'est la même chose, c'est comme si Abraham ou Moshe, ou si tu veux, au don de la Torah, etc., il y a eu un niveau super haut qui a été atteint, mais ça veut dire pour que tu l'acquiers, après ça, ok, tu as vu ce niveau, je sais pas comment dire, t'as une sorte de, tu as une sorte de connexion avec ce niveau spirituel, etc. Mais ça veut dire, en fait, pour que ça devienne toi, puisque tout le but, en fait, c'est que tu dois être recréé pour revivre ce niveau-là comme quelque chose qui est vraiment en toi. Et en fait, pour ça, tu dois, comme tu vois, c'est comme être jeté du jardin d'Éden, c'est comme tu vois Abraham, quand on lui dit, voilà, ses enfants ils vont être en exil et tout ça. Ça veut dire, en fait, et pour ça, il faut que tu retournes dans la terre, il faut que tu te décomposes et que tu renaisses, tu vois. Et ça veut dire, l'histoire, tu vois, c'est la même chose, tu vois, que Yona, il est avalé dans le ventre de la baleine. Ça veut dire, en fait, tu vois, le peuple d'Israël, il vient de Babylonie,
à la base, tu vois, Abraham, il vient de là-bas et tout ça. Si tu rentres dans le, la Gemara le dit, tu vois, c'est Gemara dans Psachim, le dit, si tu rentres dans le ventre de ta mère une deuxième fois, et tu vas renaître, tu vois, c'est pour ça qu'on a le Ktav Ashuri. C'est Ezra et Nehemia, et c'est comme t'as compris. Al Neharot Bavel. T'as compris, mais ça veut dire que ça veut dire qu'à chaque fois, ça veut dire que c'est une renaissance, tu vois. Mais la renaissance, elle intervient aussi avec la Shoah. Peut-être, tu vois, peut-être. C'était une étape, peut-être. Mais tu vois, mais ça veut dire. Mais tout ça, ce que ça veut dire, c'est que toute cette histoire-là, c'est-à-dire que c'est en fait, c'est pas, tu vois, c'est comme tout ça, c'est des mouvements naturels. C'est pour ça que moi, je pense que alors, moi, de mon côté, moi, j'ai aucun jugement politique pour quoi que ce soit, ni sioniste, ni anti-sioniste, ni quoi que ce soit, parce que je pense que tout ça, c'est des mouvements naturels qui sont inscrits. Tu vois, c'est comme la naissance d'un bébé. Tu vois, c'est comme si, tu vois, il faut pas hâter la naissance parce que tu vas sortir prématuré. Mais ça veut dire d'un autre côté, tu vois, ça veut dire grosso modo, le bébé, à la fin, il va sortir quand il va sortir, tu vois. Et par contre, il faut le provoquer parce que sinon, il y a un risque que le bébé reste trop longtemps dans le ventre. C'est aussi possible des fois. Alors, mais tout ça, mais ça veut dire à la fin, tu vois, quand le bébé est né, tu vois, après ça, on verra si tu veux le rave ou si tu veux le docteur, etc. Je pense que si tu veux, ça veut dire son travail, il est beaucoup plus, tu vois, une fois que le bébé est né, qu'est-ce qu'on fait plutôt que, tu vois, est-ce que c'est le moment, c'est pas le moment, sauf s'il y a vraiment des dangers ou des choses comme ça. Hachem, il sait, tu vois, ce que je veux dire, peut-être la Shoah, c'était justement comment dire, un truc qui montrait que, tu vois, c'était arrivé à un point où il fallait, tu vois, il fallait sortir. Il n'y avait pas d'autres possibilités, tu vois, etc. Et voilà, point, tu vois ce que je veux dire. Ou alors, ça arrivait à un moment où c'était trop tard. Ouais, peu importe, quelle que soit la raison, mais à la fin, ça va naître, tu vois, ça veut dire à la fin, si tu veux, c'est pour ça qu'on appelle Chevle Mashiach. Chevle Mashiach, c'est la même chaîne que Chevle Leda, c'est la même, tu vois, donc c'est tout, c'est une renaissance, mais la naissance, elle vient de la poussière, elle vient de la décomposition, elle vient de tout ça, donc, et tu vois, pour moi, c'est ça ce que je veux dire, tu vois, c'est pour ça quand tu me dis, c'est pas un truc politique, ça veut dire jusqu'à Rav Kook, etc., jusqu'au vraiment, tu vois, l'État d'Israël, et si tu veux, des penseurs qui ont, comment dire, tu vois, ça veut dire articuler une sorte de pensée sioniste, politique sur la Torah ou sur la Kabbalah, les rabbinim, tu vois, en général, quels qu'ils soient, jamais ils voulaient, tu vois, si tu veux, ils étaient pas dans cette optique, tu vois, c'est-à-dire même dans la Gemara, tu vois bien, ils disent tout et son contraire, ouais, il faut rester en Babylonie, non, il faut aller en Israël, il faut faire ci, parce que tu vois, en fait, c'est comme s'ils voulaient pas vraiment, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est comme s'ils voulaient pas, ils voulaient pas s'impliquer, tu vois. Tu vois, ils voulaient, et parce que tu vois, parce qu'il n'y a pas à s'impliquer, l'histoire, elle va se faire d'elle-même, tu vois ce que je veux dire. Que ce soit la Shoah, que ce soit, tu vois, ça veut dire, c'est comme le Kuzari, il dit, même le Kuzari lui-même qui est le plus politique de tout ça, il dit, ouais, voilà, on voit que quand il lui dit pourquoi en exilé, on voit qu'on a fait des batailles, on a perdu, on n'arrête pas de perdre, donc on dit on arrête. Et c'est ça ce que tu vois, ceux qui critiquent Rabbi Akiva au moment, tu vois, de l'histoire avec le Rome, où Rabbi Akiva, il continue à dire non, Bar Korba, c'est le Mashiach et tout ça. Tu vois, quand tu regardes dans la Gemara, quand ils lui disent, mais tu vois bien qu'on est en train de se prendre des raclées les unes après les autres. Donc c'est-à-dire que la volonté d'Hachem, c'est sûr qu'on doit partir en exil, qu'on doit s'arrêter. C'est ça ce qu'ils lui disent, tu vois, ils ne viennent pas le contredire avec des arguments idéologiques en disant non, elle vit à Kabbalah, j'en sais rien, blablabla. Ils lui disent voilà, politiquement, tu vois, sois réaliste, tu vois bien, si jamais, quand on a gagné des guerres, c'était miraculeux, et Hachem, il nous aidait, donc ça veut dire qu'Hachem, il voulait qu'on soit en Israël. Si tu veux l'idée, le fait que Hachem, il veut que les Israéliens soient là, c'est parce que tu le vois, parce que voilà, c'est miraculeux, la guerre de 48, c'est un miracle, la guerre de 6 jours, c'est un miracle, la guerre de Kippour, c'est un miracle. Les amis, c'est des miracles juste les uns après les autres, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ça veut dire que c'est ça ce qu'Hachem, il veut, mais c'est pas explicable. Si tu veux, je pense pas que quelqu'un il peut articuler ça en disant pourquoi maintenant et pas avant, et pourquoi ci et pourquoi ça. Tu vois, c'est ça la volonté d'Hachem, c'est tout, tu vois. Après ça, tu vois, toi, tu continues à étudier, je sais pas où, tu vois, t'épanouir en tant qu'être humain, en tant que juif et tout ça, etc. Et qu'est-ce qu'Hachem il fait? C'est son business d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, c'est ça ce que les rabbinim ils ont dit à Rabbi Akiva. Maintenant, Rabbi Akiva, je sais pas, lui, il avait qu'à néger une autre optique, tu vois. Mais pour moi, ça veut dire, moi, si tu veux, moi, en tout cas, moi, je suis pas du tout. Et moi, je pense, tu vois, qu'il y a que les prophètes que eux, justement, si on reprend les trucs, le concept de Manitou et de Rav Kook qui parlent de la prophétie comme un truc, tu vois, ok, alors tu vois, ok, mais c'est peut-être que les prophètes ils comprennent parce qu'ils voient et j'en sais rien, comme ils disent, tu vois, mais en tous les cas, tant qu'on n'a pas le niveau de la prophétie, on ne peut pas vraiment, tu vois, justifier politiquement à cause de notre Torah quelques décisions politiques qu'elles soient, tu vois, parce que c'est Hachem qui, tu vois, ça veut dire, tu vois, Hachem il distribue les cartes, tu vois, et toi, tu vas simplement jouer avec tes cartes, tu vois, tu n'es pas en train. Je pense comme ça. C'est ça, enfin, moi, c'est ça ce que je pense. C'est ça ce que les ce que vous dites sur, d'une certaine manière, l'agrément d'Hachem, il vient de la réalité, c'est clair, et c'est dans la Torah tout le temps. À chaque fois que, quand on part en guerre et qu'on se prend une raclée, il y a écrit il ne voulait pas, et quand on part en guerre et qu'on gagne, c'est parce que c'était ce qu'on devait faire, et parce qu'on était propre à ce moment-là dans nos têtes et dans nos cœurs, et que Moshe, il avait fait ce qu'il fallait. Il n'y a pas même David, même n'importe quel moment.
Même jusqu'à... Jusqu'au Khorban, tu vois, ça veut dire que Yoshiao, ça veut dire, l'idée c'est qu'à chaque fois on peut dealer, ça veut pas dire qu'on n'a pas le libre arbitre parce que tu peux accepter ou ne pas accepter, tu vois, c'est le dernier roi d'Israël, il est mort parce qu'il est parti en guerre contre Pharaon, alors que Pharaon, il voulait même pas lui attaquer, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était de la débilité totale, tu vois, mais voilà, mais ça veut dire, voilà, que j'en sais rien, même chose avec les Romains, même chose avec tout ça, avec Nabucodonosor, qui voulait pas détruire le temple. Mais aujourd'hui, malgré tout, il y a une actualité de l'implication c'est pas grave, de l'implication entre guillemets, du judaïsme dans l'histoire qui réapparaît. C'est pas juste des juifs. C'est aussi la Torah et c'est aussi ce qui porte qui est en train de se dérouler dans l'histoire d'Israël. Ouais. Non, c'est sûr, on voit ce que j'avais. Comme vous l'avez dit, parce que si les miracles qui arrivent 48, 67, 73, même encore récemment, tout ça, c'est pas des preuves, mais c'est des invitations à nous dire il se passe aujourd'hui quelque chose qui est clairement inscrit, ou en tout cas qui est l'expression d'une longue histoire. Je ne vais pas dire la volonté d'Hachem ou quoi, parce que moi je ne sais pas ce que c'est Hachem, mais ça vient s'inscrire dans une longue histoire. Oui, et je suis d'accord, ça veut dire j'ai rien contre. Je suis d'accord, tu vois, mais pour moi ce qui est suspect, c'est de théoriser ça. Tu vois, comme Manitou il a fait, comme un peu Rafouk il a fait, parce que si tu veux, et je comprends les deux d'où est-ce qu'ils viennent, tu vois, et pour moi je pense que c'est, tu vois, à travers la Kabbalah, à travers vous ne devriez pas grave, je suis désolé de vous dire ça, hein. Ouais. Mais vous ne devriez pas dire je comprends d'où ils viennent. Vous devriez chercher à contredire, mais pas dire je comprends d'où ils viennent, parce que ça c'est le travers psy qui consiste à dire je comprends ce que tu veux dire, je comprends ce que tu veux dire. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Ok, tu vois, mais ça veut dire, ok, c'est vrai. Moi, ça veut dire, voilà, pour moi, c'est suspect, parce que tu vois, la Kabbalah, d'une manière si théorique, elle peut pas justifier une action politique, parce que les choses, elles existent pour ce qu'elles sont, tu vois, et c'est tout, tu vois. Alors, Al-Basisma, Rabbi Akiva, il justifie le fait de continuer à y aller, malgré toutes les bananes qui se prennent. C'est de la cavale aussi. Je sais pas, a priori, c'est sûr, je suis pas avec toi, c'est sûr, tu vois que, ok, tu vois, les matières, il a été prouvé tort, est-ce que ça veut dire qu'il faut garder, tu vois ce que je veux dire, moi, à mon avis. Peut-être que finalement, il était en train d'accomplir lui aussi la volonté d'Hachem et que c'était ce qui devait se passer à ce moment-là et qu'on se... Et tu vois, si tu veux, pour moi, ce que je veux dire, moi, si je reprends pour moi, disons, je prends l'allégorie, tu vois, du cadavre qui se décompose et qui renaît, tu vois, c'est ce que le gars de Vilna a dit, à mon avis, c'est vraiment, moi, je pense vraiment que c'est ça l'allégorie de tout, tu vois, ça veut dire, comme je dis, toute la Torah, ça veut dire, c'est ça, tu vois, c'est vraiment ça, tu vois, ça veut dire, comme je dis, jeter du Gan Eden, tout ça, tu vois, la galoute, la mort, tu vois, toute la triatamétime, tout ça, moi, je pense que la triatamétime, c'est vraiment le pattern, en réalité, tu vois, vraiment de la Torah, et que c'est la naissance d'un bébé, c'est la même chose, tout ça, c'est la même chose. Mais moi, je pense, tu vois, que ça veut dire que, à mon avis, tu vois ce que je veux dire, moi, on comprend pas, moi, j'ai jamais assisté à la résurrection d'un mort, mais ça veut dire que j'imagine que, tu vois, et c'est ce qu'on dit, tu vois, quand dans Motsai et Shabbat, on dit, il y a un os qui se décompose jamais, tu vois. Et que, en fait, tu vois, de cet os-là, il y a la reconstruction de tout le truc, et c'est de là qu'il y a la résurrection des morts. Tu vois, j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose comme Rabbi Akiva, ça veut dire comme une sorte d'énergie ça veut dire, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'inéluctable dans la décomposition, et qu'en fait, la décomposition, elle doit arriver pour qu'en fait, il y ait une renaissance, mais que c'est sûr aussi que pour qu'il y ait une renaissance, il faut qu'il y ait une sorte d'énergie, tu vois, désespérée, tu vois, qui est symbolisée par cet os-là qui se décompose jamais, qui veut rester exister, parce que si tout se décompose vraiment, il n'y a plus rien, tu vois. Et donc, je pense que, tu vois, Rabbi Akiva, ça symbolise ça, tu vois, ça symbolise cette énergie qui doit rester, qui doit être là, qui est peut-être désespérée, qui est peut-être vouée à l'échec, mais qui est en fait la base de la renaissance et qui doit être constamment, si tu veux, exister. Après, à partir d'un moment, tu vois, à un moment, ça devient, si tu veux, là, comme on dit, où tout le corps se reconstruit de là, c'est quand, tu vois, quand Hachem décide ou quand la décomposition elle est assez loin, au point de rupture, tu vois, mais il faut quelque chose, si tu veux, qui maintiennent, si tu veux, cette volonté d'exister, quoi. Un peu comme les Juifs en Égypte, on dit, voilà, ils sont arrivés dans les mêmes Tetchar et Toumar, mais il fallait qu'il reste encore quelque chose, tu vois, que l'Oshinu, les Shonam, l'Oshinu, Melboucham, l'Oshinu, truc, et c'est à partir de là où la renaissance, elle est venue. Donc, j'imagine que ça doit être ce concept-là, tu vois, ça veut dire qu'il faut,
tu vois, il faut une sorte de, tu vois, de volonté, tu vois, de subsister au niveau, tu vois, comme ça, identitaire, envers et contre tous, etc. Bien que, tu vois, c'est vous à l'échec. Je pense que Rabbi Akiva n'était pas surpris. Tu vois, ça veut dire, je ne sais pas comment il était, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je pense, tu vois, voilà, je pense qu'il n'était pas surpris que, tu vois, que voilà, de sa fin, etc. Mais ça veut dire, voilà, ça veut dire et qu'il savait qu'en faisant ça, il donnait, à travers pour les 2000 ans d'histoire à venir, une volonté, tu vois, de renaître, tu vois, que c'est ça ce qu'il fallait garder jusqu'à, tu vois, je pense un truc comme ça. Si tu me demandes, voilà, c'est ça ce que j'aurais dit, tu vois, c'est il faut que cette énergie-là, elle existe, tu vois, cette énergie de, ouais, c'est possible, tu vois, c'est sûr. Mais c'est sûr que maintenant, en Israël, on est plus, évidemment, comme tu dis, voilà, c'est sûr que l'histoire d'Israël, elle va dans ce sens-là, etc. Tu vois. Mais encore une fois, moi, je pense pas que c'est justifiable, tu vois. Mais c'est pour ça, ça veut dire, la seule manière, c'est pour ça quand tu me dis, ouais, c'est subjectif de dire, je sais où ils viennent. Moi, je pense pas ça à mal. Moi, je pense surtout, tu vois, que ça veut dire, chaque être humain, en fait, et chaque juif, tu vois, il voit la Torah par rapport à sa Neshama. Et si pour eux, c'était une évidence, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de respect pour Manitou et tu vois, Rav Kook et tout ça. Je pense que c'était des grands tzadikim, des Balérois HaKodesh et tout ça. Parce que, tu vois, c'est vrai. Parce que, tu vois, c'est sûr qu'ils étaient super en phase avec ce que leur Neshama leur disait, que pour eux, c'est-à-dire, ils n'étaient pas en train de mentir, ils n'étaient pas en train tu vois, pour eux, c'était évident, tu vois, c'est pour ça qu'ils ont tellement de mal à expliquer leur point de vue, tu vois, et qu'ils sont plus en train de l'asséner ou de l'affirmer plutôt que de le démontrer. Mais tu vois, tu vois, et pour moi, voilà, c'était ça leur neshama. Je ne vais pas dire ça d'une manière, tu vois, c'est sûr que c'est une force dans laquelle Israël et que voilà, et qu'a priori, tu vois, Kanirek, que ça doit prendre sa force. Mais c'est-à-dire que d'un autre côté, tu vois, ça veut dire, voilà, moi, qui viens d'une autre neshama, j'en sais rien, si tu veux, d'un autre vécu, d'un autre truc, tu vois, c'est-à-dire pour moi, il y a plein de choses, tu vois, en même temps que j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de trucs, etc., tu vois, je suis vachement critique, tu vois, ça veut dire, il y a un côté, tu vois, pour moi, très suspicieux là-dedans, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, je pense que de la même manière que leur rôle à eux, d'écouter leur neshama, c'était d'affirmer ça, je pense que mon rôle à moi, en écoutant mon neshama, c'est de critiquer ça, tu vois. Je pense pas, tu vois, c'est parce que, tu vois, ça veut dire, je sais que c'est la vérité. En tant qu'être humain, on peut voir qu'un aspect de la vérité de la Torah, tu vois, on peut pas, il y a quelque chose, tu vois, qu'il faut être honnête avec ça, c'est tout. Je pense que, plutôt que de Vous êtes dire, un descendant de Yosef. Non, c'est vrai, vous êtes sans doute vous êtes sans doute de la tribu de Yosef, et pour qui c'était pas un problème de devenir vice-roi d'Égypte, de vivre avec les Égyptiens, même de manger presque avec les Égyptiens, tout ça, d'être avec eux. Et eux, Rav Kook et Manitou, ils ont pour le coup une révolte vis-à-vis de la galoute, c'est sûr, je comprends. qui est aussi la révolte de Yehuda d'une certaine manière. Ah, je comprends. Ça veut dire, tu vois, comme je dis encore une fois, tu vois, ça veut dire, je comprends très bien ce qu'ils disent, tout ça, mais ça veut dire, je comprends, comme c'est pas comme je voulais pas dire péjorativement, ça veut dire, je comprends qu'il y a ça dans le judaïsme, je comprends que si tu veux, il y a ça, tu vois, ça veut dire, Hachem, il a mis ça dans l'histoire, ou si tu veux, Hachem, ça veut dire que, tu vois, que ça veut dire ce qu'ils disent, c'est, on va dire, c'est Kodesh, mais moi, je comprends, ça veut dire, Kodesh, je suis critique, tu vois, ça veut dire, pour moi, il y a quelque chose, tu vois, tu vois, il y a quelque chose, à mon avis, de fondamentalement faux aussi là-dedans. Il y a un aspect qui est, à mon avis, fondamentalement faux, et tu vois, et que c'est clairement, c'est, tu vois, ça crée nécessairement je sais pas comment dire, tu vois, des contre-coups négatifs. Parce que tu vois, quand tu es faux quelque part, tu vois, c'est-à-dire, qui veut dire, voilà, en fait, voilà, le peuple d'Israël, il est élu, et c'est, tu vois, une affirmation, parce que, en tant que, on est essentiellement, tu vois, d'un corps différent, tu vois, d'une matière différente, etc., etc. Et affirmer ça, tu vois, ça veut dire comme une pierre angulaire, tu vois, ça veut dire tu vois, de notre droit à exister. Et tu vois, je comprends que d'une certaine manière, à la fin, tu es obligé d'arriver là, et c'est un aspect de la vérité, mais c'est clairement aussi quelque chose, tu vois, tu vois, s'il y a toute cette révolte, tu vois, ça veut dire des juifs kilonimes ou des ceux qui se veulent se marier avec des goyotes ou tout ce que tu veux, c'est parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de faux. Ils disent, voilà, moi, mon corps à moi, il me dit pas que je dois me marier avec une juive ou un juif ou j'en sais rien, etc. Tu vois. Et donc, c'est parce que c'est pas suffisant, tu vois. C'est quand même, encore une fois, c'est un aspect de la vérité. Alors, tu vois, comme tu dis, je pense, voilà, tu vois, tu vois, c'est compliqué, c'est un débat, tu vois, c'est comme, tu vois, mon rab, à chaque fois, il disait, tu vois, ça veut dire, lui, c'est la de mon rab aujourd'hui, tu vois, c'est notre égal de salle, et que, tu vois, et que lui disait à chaque fois, il disait qu'on est encore au milieu de la discussion entre Yosef et ses frères, et ça va durer jusqu'au Mashiach, et que toutes les marloquettes qu'il y a dans le clan d'Israël, elles viennent de la discussion entre Yosef et ses frères. Ils n'ont jamais été capables vraiment tu vois, de discuter, tu vois, et
Ça veut dire, parce que tu vois bien quand même à la fin, tu vois, Yosef, il a peur que ses frères, ils le tuent, eux, ils ont peur que Yosef, il les tue. C'est pour ça que tu vois, ils ont une sorte de distance, etc. Mais ils n'ont jamais arrivé, si tu veux, à une sorte de, tu vois, c'est pour ça justement, la sœur Harougé Malchut, dont Rabbi Akiva fait partie, tu vois, ça vient de là, tu vois, c'est une capara sur la vente de Yosef et tout ça. Et ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire, voilà, c'est quelque chose, en fait, tu vois, qui n'est pas encore, on va dire, tu vois, qui n'est pas encore éclairci. Je sais pas, tu vois, mais pour moi, à mon avis, moi, j'ai vraiment l'impression que la Gemara, elle avait trouvé la solution. Tu vois, c'est pour ça, c'est ça. Si moi, j'en démords pas de ça, que je pense que, tu vois, tu vois, il y avait un rave algérien d'Afrique, vraiment, le premier rave algérien, quand les Juifs ils sont arrivés d'Espagne, tu vois, quand il y a eu le Galout Sfarad en Algérie, il y avait des Juifs déjà en Algérie avant le Galout Sfarad, ça s'appelait le Rivache. Et tu vois tu vois ça, et Ibrahim Barchéchet, je sais pas exactement, tu vois, c'était le plus grand rave, c'était le rave algérien, et tous ses enfants après ils ont été raves, etc., etc. Et c'était vraiment, tu vois, c'était avant Rabbi Yosef Karo, tu vois, c'est deux générations avant Rabbi Yosef Karo le cite toujours extraordinaire. Et lui, il dit, tu vois, à chaque fois, donc, quand ils ont commencé à vouloir faire les yeshivot en Algérie, tout ça, etc., quand les Juifs, ils voyaient que les Juifs séfarades, ils arrivaient, qu'il y avait la communauté elle grandissait, et lui, il disait, en fait, tu vois, donc il demandait qu'est-ce qu'on doit étudier. Est-ce qu'on doit étudier le guide des égarés du Rambam? Est-ce qu'on doit étudier ça? Est-ce qu'on doit étudier ça? Et là-bas, le Rivache, il dit non, il faut étudier Gemara, il faut étudier la Gemara. Et tu vois, mais il dit pourquoi? Il dit, je sais pas, en fait, mais j'ai vu que tous ceux qui étudient la Gemara, tu vois, ils restent dans le judaïsme, ils comprennent tout ce qui va, etc. Et ceux qui étudient des autres choses, en fait, ils s'embourbent et ils se trompent à la fin. Et il dit, on voit ça depuis plusieurs générations. C'est le Rivache qui est un auteur du XIIIe siècle qui dit ça. Il dit, je ne sais pas pourquoi. C'est un rave justement algérien. C'était le premier, tu vois, c'était le premier grand rave algérien qui a organisé le judaïsme algérien. Et lui, d'après lui, il dit ça, tu vois. Et moi, j'ai vu, c'est la même chose. J'ai l'impression que dans la Gemara, d'une manière magique, je ne sais pas, tu vois, il y a la solution au problème. Tu vois, c'est comme si le problème, il ne se pose pas dans la Gemara. Et tu vois, c'est comme si, tu vois, c'est comme si, d'une manière, c'est un point de vue, tu vois, où en fait, la contradiction entre l'humain et, si tu veux, Israël, entre tout ça, elle est résolue de facto. Parce qu'en fait, on laisse l'humain parler, tu vois, et en fait, tu vois qu'en fait, si tu veux, comme Israël et l'homme, en fait, ils parlent la même langue, sauf que, tu vois, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est comme si tu prends un Android, tu vois, c'est pas quand tu prends des versions bêta, tu vois, c'est comme si c'est des versions différentes, mais du même programme, tu vois, c'est comme Windows 98, Windows 2000, je sais pas où est-ce qu'on en est maintenant. Et tu vois, ça veut dire que c'est des versions améliorées, mais en fait, c'est le software, en réalité, il est le même, tu vois, grosso modo. Et que la Gemara, elle a compris ça, tu vois, et quand quelqu'un étudie la Gemara, automatiquement, il se met dans ce mindset, tu vois, il est dans tu vois, même le Maral, il est dans cette même idée, tu vois, je pense que le Maral, c'est vraiment, tu vois, c'est pour la Gemara, en fait, il se base que sur la Gemara, sur la Gemara, sur la Gemara, il veut interpréter la Gemara, et en fait, et tout, en fait, dans cette optique-là, de dire, je mets des concepts, tu vois, scientifiques, humains, comment est-ce que la philosophie, comment le dialogue avec les goïms, il fonctionne à travers la Gemara, c'est tout le livre, tu vois, tout le livre du Maral, c'est par rapport à ça, tu vois. Mais tu vois, je te dis, tu vois, on a l'impression que la Gemara, elle avait trouvé la solution. Tu vois, je dis, le Rivache, j'aimerais bien te montrer, je ne sais plus où je le retrouve, mais c'est une chouva du Rivache où il dit ça quand il passe sur l'organisation des Shivot en Algérie au XIIe siècle, au XIIIe siècle, il dit, il faut étudier la Gemara parce que la Gemara, si tu veux, il dit Baod va au fait que tout celui qui s'étudie dans le Talmud des Ravina des Ravashi, il n'aurait plus du Lachon, tu vois, il est sorti, tu vois, dans un système de réussite et lui-même il n'explique pas pourquoi, mais il dit c'est clair que la solution elle est dedans, tu vois. Et c'est bien avant, tu vois, que le monde des Ashkénazes, des Yeshivot, il existe, etc. Tu vois, c'est un truc. Si tu veux, les Rabbanim Ashkénazes, ils ont fait que reprendre en fait, tu vois, ce que ces Rabbanim ils avaient dit au XIIe, au XIIIe siècle. Et je pense, tu vois, c'est pour ça, je sais pas, tu vois, c'est parce que si tu veux, la Gemara, c'est vraiment, en fait, tu vois, c'est comme si tu prends rien pour granted. Tu prends rien comme tu recrées à chaque fois la parole d'Hachem, tu vois, ou même tu vois l'étude à partir de zéro, à partir de maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant, tu vois. Et tu vois, et je pense qu'il y a quelque chose, tu vois, de très sain là-dedans. Tu vois, comme à chaque fois, moi j'ai dit, tu vois quand Rachid dit, c'est quoi la Neshama Eterat Shabbat, Rachid à chaque fois il dit dans la Gemara, c'est Ochlin Yoter, on mange plus. Il dit pas, tu vois, c'est un truc spirituel, c'est un machin, c'est un truc qu'on ne peut pas comprendre. Elle dit non, c'est quoi? Et pourquoi il dit mon Neshama Itera, c'est Ochlimioter? C'est parce que il se dit voilà, la Gemara elle dit on a Neshama Itera et tout ça, un truc bidule. Il se demande qu'est-ce que ça veut dire? Il dit bon, ce que je vois, c'est qu'on peut manger plus Shabbat. Donc il dit voilà, c'est ça le chat. Tu vois, c'est pas qu'il dit j'ai une révélation qu'il y a un malard qui m'a dit Neshama Itera, c'est que tu manges plus. Tu vois, tu vois ce que je veux dire, et que si quelqu'un d'autre qui lui aurait dit non, je pense que les Shabbat Shabbat, c'est parce que je sais pas, on met des plus beaux habits, il aurait dit ouais, t'as raison. Tu vois, c'est pour toi, c'est ça, tu vois, ça veut dire, c'est comme si ça le remet, tu vois, ça réactualise toujours le message, tu vois, par rapport à toi, où tu en es, et c'est toujours accurate, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, dans la Gemara.
Et tu vois, je sais pas trop saoulé. On avait, tu vois, les quoi, c'est rigolo. Mais c'est intéressant, je sais pas, c'est intéressant tout ça. Je sais pas du tout ce que je fais avec mon truc, avec mon casse les pieds. Il n'y a pas de souci, je pense qu'il n'y a pas de problème. On réétudie jeudi, Jeudi, on avance, c'est quoi que vous, si tu veux. Je sais, tu vois. Mais pour moi, mon casse je sais pas pourquoi on a parlé de ça, je sais pas pourquoi on a parlé. Non, mais c'était très intéressant. Ah, t'es content, c'est content. Non, moi, moi, j'écoute, tu vois, c'est pour ça, ces trucs-là, c'est Manitou, là, maintenant qu'ils ont fait, ils ont sorti les souvenirs Chariora, tu vois, je suis très impressionné aussi, honnêtement, je suis très impressionné. Ça veut dire, en même temps, si tu vois, j'aime pas du tout sa manière d'enseigner, j'aime pas du tout sa manière de comprendre, j'aime pas du tout tout ça, mais en fait, je suis super impressionné aussi par les idées qu'il dit et tout ça, etc. Et comme tu vois, en fait, c'est sûr que c'est un aspect de la Torah, tu vois, que c'est un aspect de la Torah qui me manque et que tu vois, je dois prendre, tu vois, ça veut dire, adopter, tu vois. Vous, votre père, Avigés, c'était d'origine quoi? C'est très compliqué, tu vois. Ça veut dire le nom, en fait, c'est Adigès. Et c'est en fait, c'est des juifs de Yougoslavie. Je sais pas si tu expliquais, c'est du Kosovo, tu vois, mais c'est des Sfaradim du Kosovo. Ça veut dire, en fait, c'est une communauté qui a été complètement wipe out pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, ça veut dire. C'est turc, en fait. Ouais, c'était dans l'Empire turc-ottoman. Mais en fait, a priori, c'est a priori le nom. Bien que tu vois, mon père, à chaque fois, il dit, ils sont là-bas, ça veut dire le nom, il est là-bas, ça veut dire la famille était là-bas depuis plusieurs siècles. A priori, depuis le Géouz Sfarad, un truc comme ça. Mais en fait, quand tu regardes, tu vois, ça veut dire, si tu regardes après dans les recherches sur les noms, tu vois en fait beaucoup que c'était, ça veut dire, si tu veux, il y a un seul Rav qui était dans l'histoire de toute cette famille, c'était un Rav qui était à Venise, tu vois. Donc ça veut dire, il y aurait un, ça veut dire, voilà, je sais pas quand je suis retourné là-bas, mais ça veut dire, mais je sais pas, tu vois, mais mais Venise, Kosovo, c'est pareil, c'est la même. Ouais, c'est possible, c'est vrai que c'est pas loin l'un de l'autre, c'est vrai que c'est possible, c'est pas loin de l'autre. Et tu vois, c'est vrai que c'est pas grand-chose en bateau, c'est rien du tout en fait. Bah oui. Et tu vois, mais je sais pas, je sais pas, tu vois, c'est compliqué, je sais pas. Honnêtement, tu vois, là, mais si tu veux, voilà, mais c'est le nom, il vient de là-bas et c'était ça à l'origine, tu vois, c'est ça. Mais mon père lui-même, il est complètement, tu vois, il a perdu beaucoup sa massorette, c'est-à-dire moi, j'ai reçu aucune massorette non plus, ça veut dire parce que lui, tu vois, il a grandi en Égypte, si tu veux, mon grand-père, il a été sauvé parce qu'en fait, si tu veux, je sais pas, dans la famille de mon père, ça a l'air d'être vraiment de ce côté-là. Là-bas, ça avait l'air d'être vraiment assez le foutoir, vraiment assez catastrophique. Et j'ai l'impression, tu vois, je pense que, parce que selon la tradition, je sais pas si elle est vraie ou elle est fausse, etc. Mais ça veut dire qu'en fait, si tu veux, mon grand-père, c'était, si tu veux, qui s'appelait Wayne Avigés, qu'il était, tu vois, Rodriguez, en fait, c'était le plus nul de la famille. Et ça veut dire, en fait, si tu veux, comme, tu vois, et que mon arrière-grand-père, lui, c'était un grand businessman, etc., etc. Et en fait, je sais pas si tu sais, des fois, il y a des gens qui ont des businessmen et qu'en fait, leurs enfants, ils sont tellement nuls qu'ils se disent le mieux, c'est, tu vois, c'est qu'ils, tu vois, si tu veux, qu'ils ne soient pas dans les pieds. Et qu'en fait, tu vois, ça veut dire que tout le monde dit que mon grand-père était très, très gentil et très naïf et tout ça, etc., mais que tout le monde l'aimait, mais qu'il était complètement nul en business parce qu'il était, tu vois, il avait aucune, moi, je suis j'ai même trait de caractère, tu vois, aucune agressivité, ni rien du tout, etc. Et que donc, en fait, tu vois, ça veut dire que, et donc, mon grand-père, mon arrière-grand-père, il a dit, OK, va en Israël, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'était de dire, ouais, si tu veux, va faire, tu vois, donc il avait donné de l'argent pour arriver en Israël, et que moi, il est parti en Israël, que là-bas aussi, je sais pas quoi, il devait faire un business, il s'est fait complètement aussi là-bas, complètement roulé par tout le monde, il s'est retrouvé sans Parnassa, sans rien, et que, en fait, à cause de ça, il est arrivé en Égypte à la fin, ça veut dire après avoir été en échec en Israël, mais ça lui a sauvé la vie. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, à ce moment-là, la guerre elle a commencé, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc toute la famille avait Nifteret, etc. Alors que lui, il était bloqué là-bas, etc., etc. Et bon, après, et en fait, il était fiancé, etc. C'était toute une histoire, mais ça veut dire grosso modo, tu vois, ça veut dire qu'il a été sauvé un petit peu parce qu'il était considéré comme le plus nul de sa famille et qu'il était, tu vois, c'est-à-dire qu'on avait dit d'aller en Israël parce que c'était un seul là-bas et au moins, tu vois, ne nous embête pas ici, tu vois, un truc comme ça, mais c'est-à-dire que peut-être que c'est le narratif qu'on vous a transmis, peut-être que ça n'a rien à voir, en réalité. Peut-être qu'il est pas tant personniste. Je sais peut-être. Peut-être que contre l'œil, c'est ce qu'on vous a dit. Ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Mais c'est ça ce que tout le monde raconte dans la famille. Je sais pas, tout le monde dit. Ah non, je sais pas. Je sais pas. Ouais, j'en sais rien. C'est ma grand-mère, c'était un autre. Ouais. Non, mais c'est des familles turques. On réétudie jeudi, c'est Bezrat Hashem. En plus, moi aussi, j'ai notre avocat. J'espère que maintenant, je vais essayer d'éteindre l'ordinateur et de le recommencer. Je sais pas si ça va arrêter toute cette histoire. Ouais,
Bonne soirée, Bezrat. Je pense que c'est Manichou, c'est Mina Shamaim, ça a fait ça sur mon ordinateur. Je ne veux pas écouter ça. Bonne journée. Ouais.